Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble depuis 20 h jusqu'à 22 h. Notre invité ce soir, Aurore Bergé, député La République En Marche des Yvelines et président délégué du groupe à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Avec vous, bien, on va parler de la campagne électorale. Ce sondage qui montre un décrochage un petit peu d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est un signal d'alerte? Qu'est-ce qui l'a suscité? Comment y répondre? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le président va déclarer sa candidature bientôt? Enfin, toutes ces questions-là. Et d'abord, l'actualité du jour, c'est Éric Zemmour condamné à 10 000 € d'amende pour provocation à la haine pour des propos sur les mineurs isolés tenus sur l'antenne de CNews il y a quelques temps. Il les avait qualifiés de voleurs, d'assassins, de violeurs. C'est donc une condamnation aujourd'hui, mais il y aura un appel sans doute, donc ce n'est pas définitif, évidemment, il faut le préciser. Il considère que la justice est trop politique, que la justice est interventionniste et qu'elle est idéologique, qu'elle l'empêche de dire ce qu'il veut. Je ne crois pas que quiconque ait empêché Éric Zemmour de dire ce qu'il pensait. Il l'a prouvé encore ces derniers jours sur la question des enfants en situation de handicap. Donc, quand il veut verser dans l'indignité, il sait verser dans l'indignité. Il n'a pas besoin des magistrats pour l'empêcher de le dire. Par contre, quand des propos sont illégaux, il mérite d'être sanctionné, qu'on s'appelle Éric Zemmour ou n'importe quel citoyen français. La loi, rien que la loi. Et quand on revendique l'autorité, quand on revendique l'ordre, alors on ne peut pas, évidemment, s'indigner d'une condamnation de justice qui ne fait que rappeler ce qu'est la légalité et le rappel de la légalité dans notre pays. Vous trouvez qu'il y a une contradiction entre son discours sur la délinquance, la justice laxiste et sa réaction sur la justice politique? C'était une certitude que de toute façon, si cette décision de justice intervenait en sa défaveur, qu'il allait l'instrumentaliser. Dans les deux cas, il l'aurait instrumentalisé. Non condamné, il aurait dit, vous voyez, c'était un procès politique que des associations intenté. Condamné, il dit, vous voyez, c'est les magistrats qui, évidemment, sont dans une course politique. En vérité, c'est ni l'un ni l'autre. Les associations, elles se sont portées légitimement partie civile, comme elles le font à chaque fois qu'il y a des cas de ce genre. Et heureusement qu'on a des associations aussi qui sont vigilantes sur la lutte contre le racisme, sur la lutte contre l'antisémitisme, sur la lutte contre l'homophobie. Que ferait-on si à un moment ces sujets-là devenaient à ce point banals que finalement plus personne ne s'alerte et que plus personne ne s'inquiète dans le pays? Et après, il y a une condamnation. Il fera peut-être ou sans doute, je ne sais pas, appel. Et puis la justice dira, en deuxième instance, peut-être qu'il se pourvoira en cassation. Je ne sais pas. À la fin, il y aura une décision de justice. Il a déjà été condamné dans le passé. Ce que je regrette, c'est que quelqu'un qui a été condamné pour ce type de fait dans le passé ne soit pas finalement disqualifié d'office dans l'opinion publique. Pouvoir se présenter face aux Français. Mais vous auriez souhaité qu'il ne puisse pas se présenter. C'est pas la loi. Attention, la loi, elle ne prévoit pas qu'un candidat ne puisse pas se présenter, même s'il est condamné. Je parle de l'opinion publique, c'est-à-dire qu'à un moment, que quelqu'un soit condamné pour des faits justement de discrimination, comme il a pu l'être, et que là encore il le soit, devrait, dans l'opinion publique, le disqualifier. De la même manière que les propos qu'il a eus sur les enfants en situation de handicap, pour moi, sont une faute impardonnable, là aussi, devrait le disqualifier dans l'opinion publique. Donc il y a une course effrénée qui depuis le début de sa campagne pour essayer en permanence de verser dans l'outrance, considérant que l'outrance, ça fait l'actualité, et c'en est une preuve puisqu'on le commente. Après, c'est notre responsabilité aussi parfois de considérer qu'il y a en effet des lignes rouges et que ces lignes rouges, elles méritent que nous, on puisse les poser clairement quand lui les franchit. Aurore Bergé, vous considérez que le bilan sur les enfants en situation de handicap est parfait? Non, bien sûr que non. Par contre, ce que je considère comme indigne, c'est les propos qu'il a tenus, c'est-à-dire cette mauvaise manière qui est faite non seulement aux enfants en situation de handicap, à leurs parents, aux enseignants, à tous ceux qui les accompagnent, de considérer que c'est un problème que les enfants soient dans la classe. Nous, on s'est battus aux côtés des parents, on s'est tous en tant qu'élus, quel que soit notre bord politique, parlementaire, maire, pour faire en sorte d'avoir des classes inclusives. Il y en a de types multiples. Parfois, ce sont des classes qui sont mélangées, parfois, ce sont des classes qui sont en école ordinaire, mais uniquement avec des enfants en situation de handicap, parce que du coup, ça permet d'avoir des temps partagés, parce que oui, on a besoin à un moment d'une société inclusive. C'est pas un dogme, une société inclusive. C'est de dire qu'un enfant en situation de handicap sera demain un adulte en situation de handicap et que ce n'est pas d'abord le handicap qu'on doit voir, c'est la personne qu'on doit voir. Comment on fera sinon que les entreprises recrutent des personnes en situation de handicap? Comment on fera tout simplement pour que les droits de ces personnes, quels qu'ils soient reconnus? Si on considère dès l'école, il faut des institutions spécialisées. Dans certains cas, c'est nécessaire. Oui, est-ce que là-dessus, on est suffisamment... On est en retard, on est très en retard aussi. Et on continue, et il le faut absolument, à la fois continuer à recruter des personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap. D'ailleurs, on a une proposition de loi qu'on va débattre très rapidement, justement, pour renforcer aussi les droits des personnes qui accompagnent
les enfants notamment en situation de handicap, ce qu'on appelle les AESH, parce qu'ils avaient des statuts très précaires, ce sont des gens qu'on a pu recruter sur du long terme. Très à la fois revalorisation des salaires et puis surtout cette forme d'insécurité dans l'emploi qui faisait qu'ils avaient très peu d'heures, souvent d'ailleurs, très peu d'heures par semaine, et donc des métiers qui étaient à la fois lourds à porter et très peu rémunérateurs. Donc ça, évidemment, il faut aller plus loin, avoir plus de place, notamment dans les IME. Ça, c'est une obligation morale, politique qu'on doit absolument faire, mais en bout de parcours, il faut évidemment qu'il y ait cette inclusion. Et cette inclusion, elle ne fonctionne que si, dès le plus jeune âge, vous banalisez, vous normalisez. Moi, j'ai eu la chance d'avoir dans ma classe régulièrement des enfants qui étaient en situation de handicap. Vous ne portez plus le même regard. Parce qu'à un moment, on vit ensemble dans la même société. Et ce n'est pas un message bisounours qui est diffusé, c'est juste de dire à des millions de Français, parce que ce sont des millions de Français qui sont concernés par le handicap, visibles ou souvent d'ailleurs invisibles, qu'ils sont pleinement français et pleinement citoyens. La gestion de la crise sanitaire. Pour la première fois, la semaine dernière, on a eu le sentiment que les oppositions et les syndicats, en l'occurrence dans l'éducation nationale, avaient un véritable point d'accroche et que leur mouvement, leur protestation étaient partagés par les parents, par des enseignants, par des écoliers ou des lycéens. Le sentiment que c'était mal géré. Je dirais presque une des premières fois qu'il y avait une forme de reconnaissance d'un échec à cette heure-ci là-dessus. Ce que je crois fondamentalement sur la crise, c'est qu'il y a une immense lassitude. En vrai, si on dit des choses, on en a tous marre. On a envie que ça s'arrête. On a envie que ça s'arrête. On a quelque part tous d'abord une forme de sidération par rapport à la crise et accepter le confinement parce qu'on a tous espéré qu'à l'issue du confinement, on pourrait retrouver notre vie d'avant, que ce serait exactement pareil. Et puis, on s'est rendu compte, vague après vague, parce qu'elles existent. Est-ce que les leçons ont été retenues, ce qui a été reproché? On ne va pas refaire tout le feuilleton là-dessus, puisque, en l'occurrence, le ministre de l'Éducation et le Premier ministre ont fait des concessions, ont donné 5 millions de masques, ont promis le recrutement de 3300 contractuels, le report de certaines épreuves, etc. Donc, il y a la reconnaissance qu'on a tardé à les bons protocoles, on n'a peut-être pas retenu les bonnes leçons. Et ça c'est... Il y a la reconnaissance à la fois de l'engagement qui est réel de tout le corps éducatif, des enseignants. Et cette lassitude que j'évoquais, c'est d'abord celles et ceux dont on a dit qu'ils étaient en première ligne, qui continuent à l'être. Et donc c'est une certitude. Nous, on a posé un préalable qui est un vrai choix politique sur le maintien de l'ouverture des écoles. On aurait pu avoir un autre. Certains nous demandaient au départ de les fermer. Certains nous ont demandé de reporter. Mais le report, c'est un joli mot pour dire finalement qu'à un moment, on ferme les classes pendant une semaine, puis 2, puis 3, puis 4. Qui fait que nous, pendant toute la période de la crise, on a à peu près fermé nos écoles 2 mois et demi. Alors que quand on regardait Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, c'est 6 à 9 mois. Quelles seront les conséquences sur un plus long terme pour ces enfants? Conséquences éducatives, sociales, psychologiques, de risque de violence. Bref, les conséquences peuvent être multiples. Donc ça, c'est le choix qu'on a posé. Et après, il y a comment on fait en sorte que ce choix il puisse être efficace, opérationnel, qu'il puisse être acceptable aussi vivable, pour les personnels et pour les parents aussi, bien sûr. Et pour les enfants. Et donc, les protocoles, c'est vrai qu'ils ont changé, mais parce que les variants aussi nous imposent de changer ces protocoles. Est-ce que vous êtes inquiète du mouvement qui s'annonce de nouveau ce jeudi? Il y a un nouvel appel à la grève ce jeudi. Parce que je n'ai pas contesté un mouvement de grève et ils ont tout le droit, évidemment, de faire grève s'ils le souhaitent. Mais ce que je dis, c'est que le dialogue, il me semble qu'il a été très clairement et nettement engagé encore la semaine dernière, qu'un certain nombre de revendications qui étaient portées ont été entendues, vous les avez d'ailleurs énoncées. Et donc, la question, c'est quelle est la suite? C'est-à-dire refaire grève pour quel motif? Pour avoir encore plus de moyens, pour que ce soit plus clair. Les moyens ont été... Après, la question des protocoles, qui est vraiment le sujet qui a fait débat. On a évidemment des enseignants qui nous disent « nous, on a besoin d'avoir une garantie en termes de protection sanitaire », ce qui est normal évidemment, parce que c'est eux, à un moment, qui sont dans la classe avec des enfants qui, pour un certain nombre, ne sont pas vaccinés, peuvent être porteurs asymptomatiques, etc. C'est légitime. On a les parents qui nous disent « oui, mais face à ça, il y a une lassitude, voire un stress des enfants de devoir passer un test, plusieurs tests même par semaine. Donc, il faut qu'on arrive à faire concorder. » Et puis les élus locaux, parce que c'est eux qui portent aussi, notamment à l'école primaire, les maires, l'organisation concrète. Donc il faut qu'on arrive à faire converger 3 demandes qui peuvent être 3 demandes contradictoires pour arriver, encore une fois, au meilleur bénéfice, d'abord, pour les premiers concernés, c'est-à-dire les enfants. Donc on a allégé les protocoles pour qu'ils soient
plus simple à mettre en œuvre par les parents, sans pour autant rogner sur la protection sanitaire des enseignants. On a aussi ajouté les mesures sur les masques. On a redit aussi aux collectivités qu'il y avait un fonds de 20 millions d'euros qui, pour l'instant, n'avait pas été du tout suffisamment utilisé, qui leur permet de se doter avec un soutien important de l'État en capteur de CO2 pour vérifier la manière avec laquelle il faut ou pas aérer. Donc, tout le monde essaye de faire au mieux. Mais c'est dans ce contexte qu'il y a eu une discussion sur le pass vaccinal qui a été adoptée dans la douleur dimanche soir. Et on a l'impression quand même qu'il y a des clivages qui s'installent. Le clivage, il y a une forme de défiance qui commence à s'installer. Il y a une insatisfaction sur ce pass vaccinal. Et puis il y a une question toute simple. On dit que Omicron que le pic est passé, que peut-être dans les semaines qui viennent, c'est ce que tous espèrent, l'épidémie d'Omicron et globalement de la Covid-19 ou disparaître ou en tout cas s'atténuer très fortement. Ça sert vraiment à quelque chose, ce pass vaccinal? Alors, c'est pas trop tard. Sur la question des clivages, il ne vous aura pas échappé qu'une campagne présidentielle peut-être accentue certains clivages qui peuvent être d'ailleurs parfois un peu d'opérette, parce que c'est étonnant, mais le discours notamment des Républicains, il n'était pas le même sur les plateaux de télévision et dans l'hémicycle. Sur les plateaux de télévision, tout le monde nous disait, évidemment, les LR souhaitent le vote du pass vaccinal, le vote du pass vaccinal. Et nous, à l'Assemblée et au Sénat, on a vu une succession d'utilisation de toutes les manœuvres politiciennes possibles pour retarder au maximum les débats. Et à la fin, en gros, 3 tiers, 1 tiers contre, 1 tiers pour, 1 tiers d'abstention. Surtout beaucoup de gens qui n'étaient pas là. L'opinion, 50% des Français favorables, mais un chiffre en forte baisse. Ils étaient 63% au début du mois de janvier. Parce qu'on a tardé. Et on a tardé pourquoi? Parce qu'on nous a retardés. Et parce qu'à un moment, on a perdu une semaine. Moi, j'ai aucun problème avec le débat parlementaire. J'y étais toutes les nuits. J'y étais évidemment ce dimanche. C'est mon travail de député et je l'ai assumé, et mes collègues de la majorité aussi. Et on a fait front uni depuis le début sur cette question-là. Ce que nous disent les soignants, il suffit de se rendre dans un centre de réanimation pour le vivre, malheureusement. Moi, je l'ai vécu aux côtés des soignants à Rambouillet. Ils vous disent quoi? Ils vous disent qu'ils voient quand même toujours arriver aujourd'hui des patients Covid non vaccinés. Et que ce sont d'abord les non vaccinés qui sont en réanimation, qui sont intubés. Des gens qui ne présentent pas de le pass vaccinal, c'est trop tard. Mais je me dis que ce n'est jamais trop tard pour convaincre les gens de la nécessité de la vaccination. Moi, j'étais sur le terrain, évidemment, tout le week-end. J'ai encore des gens qui me disent qu'on peut soigner du Covid, qu'il y a des médicaments, qui me disent vous auriez pu prescrire de la vitamine D, qui me disent vous auriez pu mettre l'hydroxychloroquine. C'est ça ce à quoi aussi on est confronté, c'est-à-dire cette vague aussi de désinformation, de complotisme qui conduit des gens régulièrement à refuser la vaccination parce qu'ils croient à ces charlatans qui, à un moment, leur disent « surtout ne vous vaccinez pas » ou « faites tout pour contracter le Covid, comme ça vous aurez une immunité naturelle ». Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est quand même qu'à Rambouillet, il y a un jeune homme de 31 ans qui n'a aucune comorbidité et qui est intubé, justement parce qu'il a cru à ça. Des gens dont on a dit vous êtes très sportif, donc vous ne risquez rien. C'est pas vrai. Vous, moi, comme tout le monde, on peut risquer. Et donc, notre meilleure protection, on le dit depuis 1 an, donc peut-être que ça lasse les gens, qu'on continue de le dire, sauf que comme il y a encore des gens à convaincre, je continuerai de le dire. Oui, c'est la protection du vaccin pour se protéger au maximum des formes graves. Et ça, c'est une nécessité. Si le pass vaccinal peut continuer à convaincre et peut permettre que plus de gens soient vaccinés, et vraisemblablement c'est le cas, c'est à peu près 50 000 primo-injections par jour. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être 500 000, 1 million de Français supplémentaires qui vont enfin entamer un schéma vaccinal. Eh bien, c'est 1 million de Français qui, peut-être, justement grâce à ça, n'iront pas en réanimation. Quand même, on a vu dans le Rolling, c'est notre sondage du jour avec Fiducial, l'IFOP Fiducial, que Emmanuel Macron décroche un peu. Et en gros, en une dizaine de jours, il est passé dans ce sondage-là, attention, hein, de 27 à 24,5. On est dans un sondage, on sait très bien ce que ça vaut, mais c'est quand même un signal d'alerte. Oui, mais bon, soit je commente chaque jour, chaque semaine, des nouveaux sondages. Comme dirait Valérie Pécresse, les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Donc, pour le coup, je vais reprendre ses propos. Soit on commente que ceux qui font plaisir. Et là, en l'espèce, je vois quand même que le président de la République reste loin devant tous ses autres concurrents. Et il me semble qu'il ne s'est pas encore exprimé d'ailleurs sur sa candidature. Vous souhaitez qu'il s'exprime rapidement du coup? Mais il s'exprimera quand lui estimera que c'est nécessaire et que c'est légitime qu'il puisse s'exprimer. Il me semble qu'aujourd'hui, on était aussi au cœur du débat sur le pass
vaccinale, sur la question de la gestion de la crise sanitaire, et qu'on a besoin d'un président de la République, pleinement président de la République, pour assumer aussi cette mission-là et prendre les décisions qui s'imposaient, et que le moment venu, il le fera. D'autres se sont déclarés très tard, que ce soit François Mitterrand, que ce soit Nicolas Sarkozy. Ces débats ont toujours existé à chaque fois qu'un président de la République pouvait se représenter, sauf quand certains n'ont pas pu se représenter ou la question a été évacuée plus tôt. Mais sinon, à chaque fois, on nous dit est-ce qu'il ne se présente pas trop tôt, trop tard. Ce sera son moment et c'est lui qui le choisira. Oh, Berger, on a eu l'impression quand même de tension assez forte entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Vous étiez à Horizon pour la création du parti d'Édouard Philippe au Havre. Vous êtes une de ses proches. Bon, est-ce que vous êtes inquiète? On a l'impression que le président n'a pas très envie que son ancien Premier ministre prenne trop d'importance et que son parti soit trop important s'il est élu lui-même dans l'avenir. Et on sent... Ça interroge beaucoup sur quel est le projet d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il veut continuer à être le seul, toujours, et dans une perspective même de renouvellement de son mandat? Alors, moi, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète parce qu'Édouard Philippe, il a posé un préalable au moment où il a créé justement Horizon, qui est le soutien au président de la République et à sa réélection. Donc, ça veut dire que tous celles et ceux qui adhèrent à Horizon, qui s'engagent au sein d'Horizon, souhaitent d'abord la réélection du président de la République. Donc, ce mouvement, il s'inscrit dans ce que sera demain, je l'espère, la nouvelle majorité présidentielle, puisque je souhaite que le président de la République soit candidat et soit réélu. Et en effet, à la faveur d'un rassemblement qui doit être très clair, à la fois d'un centre droit qui aujourd'hui n'a pas d'autre candidat qu'Emmanuel Macron, parce que la candidate LR, adossée en permanence à Éric Ciotti, obligée de tenir cette aile droite de plus en plus à droite, ne me semble pas en capacité de convaincre ces électeurs qui sont de droite modérée, d'une droite libérale, d'une droite progressiste, et que la gauche, les électeurs de gauche sont quand même vraisemblablement assez désespérés à la fois de l'éparpillement et de l'éclatement des candidatures, et que la gauche républicaine, très claire sur les questions de laïcité notamment, n'a pas d'autre candidat qu'Emmanuel Macron. C'est certainement pas la candidature de Christiane Taubira, qui est orthogonale à toutes ces valeurs-là, qui peut leur donner un candidat. Donc je crois que le président de la République, il peut être le candidat, comme il l'a été en 2017 en vérité, de ce large rassemblement. Oui, mais il n'y aura pas de tension avec Édouard Philippe. Le parti d'Édouard Philippe a annoncé qu'il ne serait pas, par exemple, demain au déjeuner de l'état-major en quelque sorte de l'état-major de campagne du président. Moi, je sais qu'il y aura demain, si les Français le décident, une nouvelle majorité présidentielle. Et que dans cette majorité présidentielle, il y aurait de la place, que ce soit pour le MoDem, que ce soit pour La République En Marche, que ce soit pour Horizon, que ce soit pour Agir, que ce soit pour le Parti Radical, c'est-à-dire toutes les forces politiques qui se reconnaissent, ou toutes les personnalités politiques, dans le projet qui est porté par le président de la République. Après, les histoires de boutiques internes, je pense que ça passionne à peu près personne, que chacun arrivera à y retrouver les siens. C'est pas facile. Je vois que c'est pas facile, c'est compliqué, c'est compliqué. La seule question qui se pose aujourd'hui et qui se posera au moment de la campagne présidentielle, c'est quel est le projet politique et la vision politique des différents candidats. Comment on projette le pays à 10 ans ou à 15 ans? Quelle vision on a de la République? Quelle vision on a des enjeux d'intégration? Quelle vision on a sur la question d'une société inclusive, sur les questions d'écologie? C'est ça qui intéressera. Est-ce qu'il y a un avenir pour notre industrie dans notre pays? Le reste, savoir quelle est l'étiquette politique ou le logo politique qui sera apposé sur les affiches des candidats, qu'ils soient candidats à la présidentielle ou aux législatives, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce projet politique. Merci beaucoup, merci Aurore Berger. Et donc, vous nous direz quand ce projet politique sera visible, audible. On verra effectivement ce que dira Emmanuel Macron, qui donc sera candidat, ce que je comprends bien, et ce que j'entends, Ce que j'espère. Ce dont personne ne doute. Merci d'être venu sur notre plateau. On parlait de l'épidémie.